Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo sur le métier de mangaka en France. Alors, petit disclaimer, cette vidéo a été déjà postée sur ma chaîne gaming, sauf que elle n'avait pas vraiment sa place sur une chaîne gaming. Du coup, j'ai trouvé ça plus pertinent de la reposter ici, sur ma chaîne dédiée à la pop culture, séries, animés, manga, film. Deuxième disclaimer, la vidéo comporte quelques soucis de son. En effet, j'avais pas ramené un micro cravate à ce moment-là. Du coup, on a capturé les sons ambiants en plus de la personne interviewée. Donc voilà, je suis désolé pour cette qualité médiocre du son. Comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube et pensez bien à activer les notifications. Sur ce, bon visionnage. Aujourd'hui, je vous propose un petit format un peu différent de ce que je propose d'habitude. Là, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer un mangaka qui travaille ici en France. C'est un mangaka français et du coup, moi, ça m'intéresse énormément. Le métier, comment ça fonctionne, quel est son parcours, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes qui lisent des mangas. On voudrait savoir comment ça travaille un mangaka, comment ça vit tous les jours un mangaka. Donc, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés? Ouais. Alors moi c'est Michael Almodovar et je suis le dessinateur, auteur des Torches d'Archilon. Là vous avez le tome Genesis et en l'occurrence en ce moment il y a 3 tomes, celui-ci c'est le tome 3 qui vient de sortir là cette semaine. Et donc c'est une série en 12 volumes plus 4 tomes Genesis. Et c'est de l'heroic fantasy avec du fantastique et il y a aussi un peu de réaliste dedans parce que vous avez un shonen et un seinen dans la même histoire. Niveau formation, comment aujourd'hui on peut se dire j'ai envie d'être mangaka? Quelle formation il faut avoir? Quel est ton parcours par rapport à ça? Alors, les formations qu'il faut avoir sont un peu différentes du parcours que moi j'ai eu, parce que moi j'ai eu un parcours assez atypique. Mais de base, là, à l'heure actuelle, il y a plusieurs écoles qui fonctionnent très bien. Par exemple, à Toulouse, vous avez l'EIMA qui va vraiment vous former professionnellement, vous serez costaud. Vraiment, c'est une très bonne école. On n'avait pas d'aussi bonne école avant. Vous avez l'EIMA, vous avez l'école dans laquelle je travaille, mais bon, c'est pas spécifique mangaka. Nous, on fait plutôt narration graphique, bande dessinée, illustration première année, dessin animé deuxième année et bande dessinée et jeux vidéo troisième année. D'accord. Donc, ils font avec du codage sur toute la longueur. Mais en termes de formation, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être capable. Alors ça dépend si vous voulez être auteur ou si vous voulez être juste une main et dessiner. Parce que c'est deux métiers différents. Exactement. Parce que souvent, les gens oublient qu'en fait, une œuvre, enfin un manga, il y a souvent une collaboration de plusieurs personnes. Il y a celui qui écrit et celui qui dessine. C'est vraiment. C'est très souvent ça d'ailleurs. En fait, souvent, bon, il y a quelques auteurs qui sont tout seuls, mais souvent vous avez un scénariste et un dessinateur. À l'heure actuelle, bon, le truc le plus intéressant, c'est, pour moi en tout cas, c'est de gérer sa propre œuvre jusqu'au bout. Donc moi je me suis intéressé au scénario, il y a plein de livres à lire, les livres de Campbell, ce qui a servi à construire Star Wars et tout ça. Si vous n'avez pas lu ça, c'est vraiment dommage et jetez-vous dessus. Parce que les 1000 visages. Le héros aux 1000 visages, sinon vous avez le voyage du héros. Ouais, le voyage du héros. Et enfin, il y en a plein comme ça. Lisez-les tous, faites votre compilation à vous et trouvez vos propres trucs. Ça sera déjà une bonne base. Parce que pendant très longtemps en France, les dessinateurs de BD, enfin les auteurs de BD et les réalisateurs de films, ils sont partis du principe que en fait le scénario, ça s'improvisait un peu. C'était j'écris mon histoire, je suis un artiste. C'est ça. Machin. Non. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait défoncer par Netflix en fait après. Ouais. Et maintenant ils veulent tous bosser avec Netflix. Non, ils se mettent tous à structurer leur récit. Un récit, ça se structure, ça se construit, il faut être intelligent. Et donc c'est pour ça que souvent c'est plus facile de déléguer ça à un scénariste et d'être que la main. En termes de formation, il faut savoir cadrer, dessiner des décors, des personnages et rythmer. Souvent ce que je vois beaucoup quand je vois des BD des mangas de Nui, tu vois, le truc qu'on trouve le plus souvent, c'est en fait des gens qui vous disent ce que vous devez ressentir. En fait, ils vous écrivent, l'histoire elle est écrite de telle manière qu'on vous dit là tu dois être triste, là tu dois être content. En fait non, il faut, par la mise en scène et par la rythmique, amener la tension et faire en sorte que la personne elle se sente mal à l'aise, qu'elle se sente triste, tu vois. Et souvent il y a une distance à faire avec ça. Donc ça en termes de formation, le meilleur moyen pour ça c'est faire de la page. C'est Renaud Lemaire qui disait qu'il fait Dreamland et il disait lui qu'avant d'avoir fait 900 pages il savait pas dessiner. Et en fait il a raison, en fait en vrai plus tu produis, moi j'appelle ça sortir les poubelles. Il faut produire à mort, tu vas faire plein de conneries, mais au moins ce qu'on fait, tu n'auras plus à les refaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis, c'est plus ou moins le même travail
par rapport aux scénaristes de fiction. Souvent, en fait, c'est le même métier. C'est juste que le format est différent, mais en fait, en vrai, en scénario. C'est juste que là, je paye pas les effets spéciaux, en fait. Je les fais avec mes doigts. Tu fais avec tes doigts, alors évidemment, quand on met des hélicoptères, des explosions, l'armée qui arrive, là, ça chiffre. Mais c'est vrai qu'il faut produire beaucoup de texte en écriture, et après, ensuite, on commence à écrémer en disant voilà, tu commences à. La première version n'est jamais la bonne version. Non, c'est une base de travail. C'est de la sculpture. C'est ça. Une grosse masse et puis après il faut tailler dedans et virer ce qui est superflu, etc. Et du coup, toi, tous les jours, ton métier, c'est d'être mangaka. C'est ton métier officiel. C'est j'ai 2 métiers puisque je suis professeur maintenant depuis l'année dernière. Donc c'est ma 2e année. Là. On va en parler après. Ça, c'est très intéressant. Voilà, mais c'est assez récent et c'était pas du tout prévu au départ. C'est vraiment des rencontres qui ont fait que je me retrouve dans cette situation. Mais en fait, à la base, oui, moi je me lève le matin, donc je m'occupe de mes enfants, je les envoie à l'école, et après je m'assieds et je commence à écrire mes planches de la journée. D'accord. Et pour travailler sur, par exemple, le résultat de ces œuvres là qu'on voit devant nous, ça t'a pris combien de temps? Alors par tome, si on prend le temps passé dessus, il y a une différence entre le temps de sortie et le temps que tu passes sur ton travail, parce que il y a la production, une fois que c'est fait, après il faut l'imprimer, il faut le vérifier, il y a plein de détails comme ça. C'est la partie technique, mais la matière de juste la matière, ouais, c'est ça. Le scénario. Juste le scénario, pour moi c'est un peu spécial, le scénario je l'ai depuis longtemps, mais l'écriture pure, c'est-à-dire que là moi je vais le dialoguer et le mettre en scène. Donc dialogue, mise en scène, ça va me prendre un mois. D'accord. Un mois et demi. Pour l'ensemble ou pour un tome? L'ensemble du tome. D'accord, l'ensemble du tome. Ouais. Après la globalité, je ne l'ai pas fait, j'ai déjà découpé tout, mais j'ai pas dialogué et mis en scène. Mais un tome complet, ça va me prendre un mois et demi à dialoguer et mettre en scène. D'accord. Et après, en 4 mois, normalement le bouquin il est tombé. D'accord. C'est quand même, là tu parles en mois, tu vois, tu raisonnes. Ouais. Il faut vous rendre compte la durée du travail, c'est pas quelque chose qui fait en quelques jours, etc. Et j'ai une autre question, est-ce que, comme les scénaristes de fiction, est-ce que tu travailles sur une bible générale sur l'œuvre? Tu sais à peu près comment ça va se terminer, quels sont les différents arcs, etc. Et ensuite tu développes en fonction de des tomes qui paraissent, etc. Alors moi j'ai une structure très propre parce que j'ai écrit cette histoire il y a 20 ans en fait, et je suis revenu dessus par la suite après avoir eu une autre. D'accord. Et en fait j'ai vraiment découpé mon récit en arcs, mes arcs en tomes, mes tomes en chapitres, mes chapitres en scènes, et ainsi de suite à chaque fois. Donc en fait je sais exactement, je peux te dire voilà, tome 4, il y aura tant de chapitres, dans ces chapitres-là, le chapitre 3 il fait 42 pages, enfin tu vois, j'ai découpé comme ça. D'accord. Et après bien sûr, il y a un thème à chaque arc, un thème à chaque chapitre, un thème à chaque scène, et on essaye d'amener le lecteur, spectateur à vivre le thème plus que l'histoire en soi. Parce qu'en fait, en vrai, sur une structure scénaristique, tu as la colonne vertébrale qui est le thème général que tu abordes. Tu vois, je sais pas, ça peut être le doute, la tristesse, l'amitié. Tu vois, tu as un thème principal sur toute ton histoire, et dessus, tu as plein d'arcs qui vont mettre en exergue certaines parties de ce thème. Et aborder d'autres thèmes. Et tu peux aborder d'autres thématiques par-dessus, mais en fait, qui viendront se greffer dessus un peu comme des os sur une colonne vertébrale. Exactement là ce que tu veux dire. Et donc, moi j'essaye de travailler de cette manière-là, et ça permet vraiment de bien structurer un récit. Enfin, c'est une méthode que je trouve qui est assez libre. Moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait c'est toujours une question de parfaire son art, c'est-à-dire que comme tu dis la colonne et ensuite tu ajoutes et tu modifies, tu améliores, etc. C'est vrai qu'on s'approche un peu du travail du scénariste de fiction parce que c'est vraiment assez proche comme travail. Après la partie illustration, toi tu as la particularité de faire le scénario et les dessins. Donc en parlant de la partie technique, tu mets combien de temps sur le dessin? Combien de temps ça te prend par rapport à l'écriture et l'écriture des dialogues, tout ça, tu me dis ça après un mois et demi pour tout. Écriture et storyboard. Et storyboard aussi? Oui, enfin c'est ça en fait. D'accord. Dialoguer, mettre en scène, d'accord, plus le storyboard, en tout ça me fait à peu près un mois et demi. Toi tu as la partie, c'est rare, parce qu'en fait c'est souvent, il y a 2 métiers, il y a un dessinateur, et là toi tu fais tout seul. Ouais. Après bon, les mangaka français on est nombreux à faire tout seul. D'accord. Il n'y en a que 1 ou 2 qui bossent à 2 et ils sont assez rares. Et une fois qu'on a fait tout ça, à un moment il faut trouver un éditeur pour distribuer ton travail. Exactement. Et comment tu fais alors? Alors les éditeurs c'est simple, il suffit de monter un dossier, un dossier de présentation, un peu comme si tu faisais un dossier de presse. Donc vous allez faire une belle illustration de présentation, un beau synopsis qui précise bien. À côté du synopsis, vous allez mettre un peu plus loin dans le projet. Vous allez mettre un plan qui va montrer un petit peu vers où va votre récit. Et ensuite un gros putain de chapitre de ouf de 45 pages qui déboîte sa mère mais à mort. Vraiment il faut un truc très solide.
où vous avez mis tout ce qu'il y a de mieux. Et après, derrière, les recherches, et ensuite, l'aide de motivation, tout ça, vous faites un dossier comme ça. Soit vous l'envoyez vraiment imprimé, propre, vous l'envoyez, mais faites pas des fautes d'orthographe. Ça c'est rédhibitoire. Je suis désolé. Il y en a dans mes bouquins parce qu'il y a toujours des petits machins qu'on a zappé, qu'on n'a pas bien corrigé. Mais quand vous envoyez un dossier, c'est assez rédhibitoire les fautes d'orthographe et surtout les participes passés, les trucs comme ça. L'éditeur il met à la... Même si les dessins sont beaux, c'est parfois frustrant, mais c'est comme ça. Ouais. Ils doivent recevoir beaucoup de... Énormément. Énormément. Même nous, on est une petite maison d'édition maintenant et on reçoit déjà énormément de choses. Alors du coup, je rebondis. Donc excuse-moi. Sur ta maison d'édition, justement, c'est intéressant. Donc j'ai fini mon manga. Je l'envoie l'éditeur, il va regarder ça, il va regarder le dossier. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est si vous l'envoyez en numérique, envoyez avec des trucs genre WeTransfer ou des choses comme ça, parce qu'en fait vous saurez s'il l'a téléchargé. Au pire vous pouvez le relancer comme ça. Exact. Et ensuite il va vous recontacter pour vous dire si ça lui a plu ou pas. Si ça lui a pas plu, il vous dira gentiment ce qu'il faut améliorer, ou alors il vous dira juste écoute c'est pas ce qu'on fait ou n'importe. Ciblez vos éditeurs. Il y a des éditeurs qui font certains types de manga ou de BD. Si vous faites de la BD c'est pareil. Mais il faut choisir son éditeur, c'est pas toujours les mêmes. Voilà, si vous tapez sur du manga, Kana, Ankama, tout ça, c'est quand même plus facile que si vous partez directement chez Delcourt, tout ça, même si Delcourt commence à en faire aussi. Et toi, tu as créé ta maison d'édition. Ouais, ça c'est assez récent. C'est assez récent et du coup, la question c'est pourquoi parce qu'en fait, le monde de l'édition actuelle, pour le mangaka, c'est un peu chaud. Pour moi, en tout cas, d'autres mangaka vont être tout à fait confortables, mais le système de rémunération ne me convenait pas parce que tu es vraiment tributaire de la personne avec qui tu travailles. D'accord. Et moi, j'ai du mal à travailler pour quelqu'un, c'est aussi pour ça que je fais tout seul. Ouais, c'était un peu difficile pour moi. Et après, en termes de, si tu veux, économique pur, avant de pouvoir toucher tes premiers droits d'auteur, il va falloir que tu rembourses les avances sur droit qu'on te donne pour fabriquer le bouquin. Et aujourd'hui en manga, alors vous refusez en dessous de 10 000 €, vous refusez. Il ne faut pas le prendre parce que sinon vous ne pourrez pas vivre et votre manga ça sera de la merde, vous allez en faire 1,5 et vous allez partir en burn-out et ça sera fini. Donc entre 12 et 14 000 le tome. Ensuite, cet argent-là, il faut le rembourser à hauteur du pourcentage que vous gagnez par livre. Donc ça dépend de votre contrat. Mais un auteur de BD aujourd'hui ou de manga, il touche entre 8 et 14% en fonction du nombre de ventes. C'est-à-dire que plus vous vendez, plus le pourcentage va augmenter. Mais ça dépasse rarement 14%. 14% sur un bouquin à 7 €, c'est pas énorme, quoi. Bah, ça fait 50 centimes à peu près. Et après, il faut retirer, je pense qu'il y a les charges après que toi tu payes sur tes impôts, les machins. L'URSSAF, hein. l'URSSAF, merci. Si tu nous entends. Bon, vous avez, soyez gentils. Ouais. Et du coup, ces trucs-là, je sais plus, je me suis perdu. Oui, sur les revenus. Oui, sur les revenus. Donc en fait, il va falloir rembourser les fameux 12-14 000 € à coût de 50 centimes. En fait. Donc ça peut être très long. Tu vois. Donc moi ce système-là me convenait pas et en plus tu te rends compte que finalement tu es endetté auprès de ton éditeur pour cette somme. Si tu as fait 3 tomes et que tu n'as pas encore remboursé le premier parce que déjà pour rembourser je sais pas, 14 000 balles à coût de 50 centimes c'est long, tu n'arrives pas à en vendre du manga. Ah de ouf. Et aujourd'hui si tu vends 30 000 bouquins c'est un énorme succès. Ah, d'accord. En termes de manga français. D'accord. Ouais. Même en BD. Hein. Aujourd'hui, le marché est tellement saturé, il y a tellement de choses que un gros succès, c'est déjà à partir de 6 000 bouquins. C'est énorme. D'accord. Vendu, j'entends. Après, tu peux en fabriquer 10 000 et en vendre que 6 000. Du coup, ouais, ça reste quand même un métier tributaire de ce qui sort. C'est ça. S'il y a trop de grosses œuvres qui sortent. Il y a des périodes où il faut sortir ton bouquin, il y a des périodes où il ne faut pas le sortir aussi. Il y a plein de choses comme ça. C'est comme au cinéma. C'est le travail d'édition. Voilà, c'est la même chose que dans le cinéma ou avec les séries. Ils vont pas sortir le Witcher en même temps que le Mandalorian et tout ça parce qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'audience. J'ai hâte du Witcher. Ouais, pareil. Du coup, je rebondis sur la partie rémunération. Est-ce que là, aujourd'hui, est-ce que c'est en 2019 ou même en 2020, est-ce que le mangaka en France, c'est un métier entre guillemets viable? Est-ce que tu peux vivre de ça? Voilà.
Alors moi je pense qu'on peut, avec un gros éditeur, et si on arrive dès les premiers tomes à avoir pas mal de succès, je pense qu'on peut en vivre, mais il faut accepter de vivre avec l'épée de Damoclès des fameuses dettes dont je parlais, et qui vont s'accumuler de plus en plus. Plus vous avez de tomes, plus vous allez devoir d'argent. Après à un moment donné vous aurez remboursé et vous commencerez à toucher du droit d'auteur, et le droit d'auteur c'est, je crois que c'est une fois par an, si je me souviens bien. Ouais, c'est une fois par an, et ça tombe qu'une fois par an, il faut le découper sur les mois de l'année pour tenir jusqu'au prochain droit d'auteur et tout ça. Donc l'un dans l'autre, il y a moyen. Je pense sincèrement qu'il y a moyen. Si vous avez des bons éditeurs, un gros éditeur comme Ankama, à mon avis, il doit bien rémunérer. Je en parlerai avec Tony pour voir combien ils sont payés, mais ça doit être tenable, d'accord, si tu veux. Et après, il faut être productif. Un mangaka, moi je suis pas à 100% du temps sur mes planches parce que déjà je suis papa de 2 petites filles, donc j'essaye de passer un peu de temps avec mes enfants. Et depuis l'année dernière, je donne aussi des cours pendant 2 jours. Donc en gros, si j'enlève les conventions, je bosse à peu près 14 jours par mois, 100% du temps sur les 14 jours sur le manga, et là moi je suis obligé du coup de compenser par ma vitesse de production. Et là je suis à 5 pages par jour. D'accord, c'est vrai que cette question que j'avais oublié de te poser, c'est-à-dire que sur un mois, c'est quoi ton quotidien par mois? Donc là 14 jours, 2 semaines à sur 2 semaines, il faut que je tombe 1 à 2 chapitres. D'accord. Et le reste du temps, c'est les cours, plus la vie personnelle, etc. C'est ça. Et donc tu arrives à gérer tout ça et de vivre de ça, et c'est extrêmement positif, parce que comme je disais tout à l'heure en conférence, les mangakas français on en parle très peu. Et la scène a bien grandi et il y a des très très bons mangas. Exactement, et j'ai découvert il y a quelques temps Orion, donc d'Ayake, et progressivement je me dis il y a des talents en France, et c'est dommage qu'on en parle pas assez, même à travers, c'est con, mais à travers YouTube. On parle que des choses qui sont connues, qui fonctionnent déjà. C'est ça, mais ça c'est un peu, c'est le problème de la société telle qu'elle fonctionne en ce moment au niveau de la communication, c'est que les gros trucs déjà visibles, on parle de cela, il y a un effet de mode, et après on parle de l'autre gros truc visible qui arrive, on parlait du Witcher et tout ça, c'est ce principe-là. Mais en vrai, il faudrait parler de la petite série super indé que personne connaît mais qui est trop classe, comme avait fait Mr. Robot tout au début quand c'est arrivé. Ah ouais, Mr. Robot au début c'était personne ne savait. Et puis après tu tombes sur le machin et c'est une sorte de fight club de ouf. Exactement. Et du coup, oui effectivement, il faudrait en parler un petit peu plus. Vous avez, il y a un groupe qui s'est formé sur Facebook et maintenant qui fait des vidéos aussi un petit peu, qui s'appelle Parlons Manga Français, qui m'avait contacté à l'époque, du coup je leur ai fait le logo, avec une petite tour Eiffel en bleu, blanc, rouge et tout machin. Et eux, ils sont vraiment pour la diffusion du manga français, donc ils recensent tous les mangakas français, tous les mangas qui sont sortis déjà, parce qu'il y a du manga français depuis les années 90. Ah ouais, bah tu vois, mais non, on est passé complètement à côté. Moi j'en ai rencontré quelques-uns, il y en a quelques-uns que je lisais moi dans ma piole, parce que j'achetais le magazine Yoko à l'époque, très vieux magazine, qui a été arrêté à la période où ils ont commencé à nous arrêter les DBZ et les machins parce que c'était trop violent, tu sais. Et dans le magazine en fait, si tu veux, il était sous blister, et dans le magazine il y avait un peu de hentai sur la fin, tu vois. Donc du coup, voilà, ils ont fait, ça fait vendre, truc. Mais il y avait des mangakas français qui bossaient là-dedans, des mecs comme Zeriou par exemple. Ferid Zeriou qui est passé chez tous les éditeurs, il a fait 20 éditeurs en 20 ans le mec. Il les a tous fait. Ouais, tous. Et il faisait un truc qui s'appelait Metropolis, non Metro City 2099, un truc comme ça. Et c'était mais les décors d'Akira, tu vois, avec les persos, c'était un mélange de Cobra et Senseiya, tu vois. Mais le gars, les décors, c'était un truc de ouf. Même encore aujourd'hui, tu regardes ça, tu fais comment il faisait ça. Le gars, il faisait tout seul, et les trams, il mettait les trams à la main. C'était des trams, il travaillait dans un studio d'architecture. Et la nuit, il faisait ses planches pour les envoyer et ça sortait pas tous les mois. Et les mecs, ils collaient les trams, ils piquaient au studio d'archi, ils les collaient pour faire ses trams. C'est un truc de malade. Ce gars-là, il est passé, il a fait Kenro, par la suite il a fait Elohim en BD, et là il fait en ce moment une BD qui tourne pas mal qui s'appelle Le Mangaka. C'est pour enfants, tu vois, c'est un mec qui veut devenir mangaka, et c'est très coloré, et à chaque fois il y a une thématique, ça peut être les pirates, il invente des trucs et il essaye d'aller voir les éditeurs et tout ça. D'accord, c'est très intéressant de voir un peu le revers du décor. Ouais, mais c'est plutôt, tu vois, un peu genre le petit Spirou qui fait du manga un peu, c'est un peu... D'accord, c'est un peu romancé, un peu... Ouais, voilà, c'est plus une aventure, un peu comme ça. Dernière question, tu parlais justement tout à l'heure, c'est tu donnes des cours. Oui. Et justement, voilà, quelqu'un qui veut être mangaka aujourd'hui, question, ces options, tu parlais tout à l'heure. Oui, il y a des écoles, effectivement. Et du coup, ton école, justement, on va en parler. Et du coup, tu peux nous en parler. Oui, alors d'abord, je vais vous parler un peu des options qu'il y a, et après, je vous parlerai de l'école. En termes de mangaka, aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous former, il y a quelques écoles.
renseignez-vous, il y a des écoles de formation professionnelle. Si vous n'arrivez pas à rentrer dans des écoles de formation professionnelle de manga parce que c'est cher, ça peut coûter entre 5 et 7 000 euros l'année, ça peut être cher. Une école de cinéma, moi je suis passé par là, donc c'est... Et ça coûte cher, il faut faire des crédits des fois, enfin, c'est chiant. Bon, maintenant il y a beaucoup d'écoles en termes autour de l'illustration qui peuvent être accessibles par le biais d'aide et tout ça. Bref, à côté de ça, vous avez des super tutos sur internet si vous voulez un peu. Si vous maîtrisez l'anglais, vous avez tous les mecs qui font du comics américain, ils font des chaînes entières de tutos, de trucs, des machins de dingue. Tapez Modern Day James sur votre YouTube, vous allez trouver des pures vidéos de formation, le mec c'est un tueur. Donc si vous n'avez pas de thunes, formez-vous à côté et habituez-vous à bosser beaucoup. Pour le scénario pareil, vous avez même des cours en ligne. Là en ce moment j'ai vu, il y a Bernard Werber, le mec qui fait les fourmis, les thanatonautes, tout ça. Le mec en ce moment il donne des sortes de formations, des formations sur internet où il vous explique ses techniques de scénarisation. Donc je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs intéressants et visiblement c'est vraiment pas cher. Asti aussi il faisait ça à un moment donné, il faisait des petites formations comme ça, petit masterclass. Et après bien sûr oui il y a des écoles et l'école dans laquelle je travaille moi c'est Anathènes, donc c'est pas spécifique manga, on fait première année comme je disais tout à l'heure, c'est plus formation, illustration, graphisme, donc on prend les bases du dessin, les bases de la scénaristique, de la rythmique, de la mise en scène et du découpage, et ils ont la même chose aussi, ils commencent déjà la 3D, et la sculpture 3D aussi, on a une imprimante 3D et tout ça. Ah oui d'accord. Parce que l'année d'après ils passent en animation et l'année d'après ils sont en jeu vidéo. Alors bien sûr c'est court, c'est 3 ans, c'est assez généraliste, mais il y a moyen d'approfondir après, justement en sortant de la première année, on peut partir à l'année en deuxième année, sans faire la prépa, je veux dire. Et pour entrer sur ce genre d'école, il faut le bac. C'est mieux niveau bac. Après, je veux dire, si tu arrives, tu as 16 ans, que tu as arrêté l'école parce que tu voulais faire boulanger, que tu n'aimes pas boulanger, et que tu es un tueur, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Vous avez entendu les amis, tout est possible en France. C'est ce qu'on dit, impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, et ça c'est vrai. C'est vrai, si un jour vous avez un truc que vous voulez, jouez la Naruto, lâchez jamais l'affaire, avancez. Ça, personne ne croyait en Naruto, et au final, il est devenu président. Il a évincé Dark Sasuke. Donc voilà les amis, si vous voulez plus d'informations, je mets dans la description les adresses, les liens vers les œuvres présentées ici. Et puis n'hésitez pas à poster en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. J'essaierai de passer répondre aux commentaires. Voilà, pour peut-être compléter, peut-être j'ai oublié des questions, etc. Mais voilà, c'est un métier, on peut dire que c'est un nouveau, enfin pas un nouveau métier, mais c'est un métier qui commence à ça se démocratise, de plus en plus. Après, je pense pas qu'il faut s'attendre à faire ça pour l'argent, je pense. Non, c'est un métier de passionné. C'est ça, c'est vraiment un métier de passionné. Il le dit, il faut travailler, C'est comme les mecs de nous. Ils ont pas fait ça pour l'argent. C'est devenu, maintenant ils ont de l'argent, mais parce qu'ils ont fait ça avec le cœur et que les gens ont suivi le cœur pour que ça avance, quoi. Ça fait des années, je dirais même ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. Oui, ça fait des dizaines d'années, je crois. Donc voilà, il faut s'investir. C'est pareil pour tout ce qui est artistique, que ce soit sur YouTube, au cinéma, court-métrage, peu importe, il faut passer beaucoup de temps à travailler. Donc voilà, mais par contre, c'est possible. C'est juste que si tu t'investis vraiment, tu peux pas ne pas réussir. Enfin moi, de mon point de vue, tu peux pas. De nos jours, avec toutes les possibilités que le net propose, il y a vraiment moyen de monter sa boîte, de faire des choses. On est libre, vraiment, beaucoup plus qu'on ce qu'on imagine. On n'est pas obligé de rentrer dans les cases. Exactement. Bon merci beaucoup, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci à toi. Merci. Et n'hésitez pas à découvrir son travail. Et puis dans la description vous avez plus d'informations. A très bientôt les amis. Ciao.